Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine à l'occasion de la sortie du nouveau manga de Yugo Ishikawa, l'auteur de Sprite, de Wonderland ou de Zombie from No On, un auteur qu'on apprécie vraiment beaucoup et qui revient en France avec donc un titre nommé Babel The New Hakenden. Alors Hakenden, c'est un nom qui est un peu connu au Japon, c'est une vieille série de romans, c'est célèbre, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une fratrie de 8 demi-frères et qui ont tous le nom, le symbole du chien dans leur nom, parce qu'ils descendent d'un chien et ils vont devenir des guerriers qui vont aller tataner des monstres, aller affronter des sorcières et essayer de retrouver certaines vertus qui ont été perdues lors de leur naissance. Il y a donc des insultes qu'on donne au collège qui auraient pu marcher avec eux. Pour sa portée, pour sa célébrité, ça pourrait être comparé à quoi Hakenden en France, ces romans, pour se rendre compte, c'est quoi ? C'est connu comme genre les Trois Mousquetaires, c'est Jules Verne, moi je te dirais plus, plutôt, moins. En fait, en termes de popularité, je dirais presque que c'est comme Arsène Lupin, parce que ça a vraiment engendré plein d'autres récits, plein de versions théâtrales dès le début. Enfin, le début, c'est 1814, c'est le début de la publication de la série au Japon. Et en fait, déjà, c'était un roman fleuve à l'époque, puisqu'il s'est poursuivi sur 28 années. Pour avoir le point final de toute l'histoire, il fallait attendre donc 1842. Et je me doute qu'il y a une portée assez populaire dans ce roman. Complètement. Et donc, comme je te disais, ils ont fait des pièces de théâtre qui, petit à petit, ont été ensuite transformées en des versions plus courtes, plus popularisées, plus enfantines. Et bien sûr, il est arrivé un moment où ça a été adapté en manga. Donc bientôt détrôné par One Piece, qui est déjà un manga. En tout cas, on voulait profiter de cette sortie pour parler de manga de samouraï parce qu'on en lit tous. Alors, on en a sélectionné 10 et c'est évidemment pas les 10 mangas de samouraï les plus célèbres au monde. C'est pas, le top 10 ultime des samouraïs du manga. Non, pas du tout. Absolument pas. Parce qu'en fait, il aurait fallu qu'on se batte pour réussir à faire une liste pareille, pour nous mettre d'accord, et tout le monde n'aurait pas survécu à cette bataille, puisqu'on aurait évidemment utilisé des sabres. Donc voilà, on voulait éviter les grosses coupures, ça aurait pas été beau à voir. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 10 samouraïs qu'on aime dans des mangas du moment. Et c'est parti dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, une émission où l'on va découper, dépecer, charcuter. Oui, on parle de samouraï. Et aimer les samouraïs dans le manga. J'espère que tout va bien pour vous dans ce mois de mai, autrement appelé le mois des ponts. C'est férié tout le temps. Salut Julie, salut Cagnard. C'est un peu les vacances ce mois-ci, non ? Pas du tout. Ouais, je crois pas. Non, parce qu'on fait pas 2 suppléments par exemple, donc c'est un peu comme si on était en vacances, oui, nous aussi. Oui, ok, je suis en vacances dans ma tête, oui, effectivement. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine pour 1 heure de podcast, parfois un petit peu plus, et puis rarement, ça arrive, un peu moins, pour parler de manga, essentiellement de manga. Recommandations de lecture, top 10 comme aujourd'hui, sujets transversaux, découvertes et analyses sont au programme. Scrollez bien toutes les émissions et vous verrez, c'est très varié. Si vous aimez ce qu'on fait, allez-y, notez, partagez, commentez sur les applications podcast, sur YouTube aussi, puis pensez à activer les notifications. Dans cette émission, c'est parti, nous allons donc parler de samouraï et apparentés. On vous a concocté une liste personnelle de samouraïs et de mangas dont on avait envie de parler. C'est pas une liste ultime, donc c'est pas une liste de référence, c'est une liste du plaisir. Et donc au programme de Top 10 des samouraïs dans les mangas, nous avons plein de choses et on va en parler dans un instant. Mais avant de démarrer, ça évoque quoi le mot samouraï, l'image du samouraï pour vous ? Disons que pour moi, c'est un peu la figure symbolique du Japon par excellence. Je la mets à peu près au même niveau que le ninja. C'est vraiment la symbolique à laquelle on pense tous quand on pense au Japon. Alors, pour moi, j'ai toujours eu un peu une petite théorie, c'est que chaque civilisation, elle a sa propre version du chevalier pour évoquer ce qu'on appellerait maintenant plutôt, en fait, tout simplement des soldats.
Donc je vois vraiment une version fantasmée de ce qu'étaient les métiers d'armes de l'époque. Et au final, si tu regardes, c'est ce que la société a toujours fait, a toujours mis en valeur, que ce soit les chevaliers ou même les soldats. À l'heure actuelle, quand tu regardes le nombre de films qui mettent en scène l'armée américaine ou l'armée française pour toujours la remettre, lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Je trouve qu'il y a toujours eu ce côté un peu fantasmé qui fonctionnait de fou avec moi quand j'étais petit. Mais après, quand tu grandis, tu comprends que en fait, samouraï, c'était peut-être pas si cool que ça. Non, et puis surtout, nous, on a une image fantasmée du samouraï dans le manga, dans les histoires, du mec solitaire. Ah oui. Alors qu'en fait, c'était des mecs en armée, quoi. Bah alors c'est peut-être le truc, tu vois, que le Japon a apporté à cette notion de soldat, c'est que moi j'y vois vraiment un apport 100 mètres ou le samouraï errant. Tu vois, il y a vraiment ce truc qu'on retrouve rarement chez les chevaliers ou dans d'autres cultures, j'ai l'impression. Bon, Tristan, il était seul. Hein, quand il cherchait ça. Non, mais c'est pour ça que je le dis rarement. Oui, pardon. Techniquement, Lancelot aussi est tout seul une bonne partie de sa vie. Et voilà, mais effectivement que le samouraï, je dirais, il a le vent en poupe, quoi. En ce moment, il y a Shogun qui est en train de se déverser à travers les plateformes dans le monde entier. Tout le monde redécouvre en fait. Finalement, c'est aussi un grand classique de la littérature populaire, mais plutôt des années 70, quoi. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qui est devenu le samouraï, parce que finalement il y a des couches et des couches d'imaginaire qui se superposent et on perd un petit peu finalement qu'est-ce qu'était un samouraï, un vrai samouraï à l'époque, sachant que un samouraï ça a changé parce que ça a été créé au tout début de la militarisation du Japon, donc au début des époques Sengoku, vers la période Muromachi, etc. Donc, et petit à petit ça s'est complètement transformé avec des temps, avec tout ce qui a fait l'histoire du Japon jusqu'à devenir un vieux souvenir complètement écrasé par la modernité et le besoin de ressembler à l'Occident. Le vrai samouraï, c'est uniquement ce qu'on a dans les mangas qu'on a retenus aujourd'hui. Sakamoto Days, je rigole évidemment. Hell's Paradise, Elusive Samouraï, La Danse du Soleil et de la Lune, Valalian, Shido, l'habitant de l'infini, Lone Wolf and Cub, Vagabond, et donc cette nouveauté, Babel, The New Hakenden de Yugo Ishikawa. C'est une nouveauté manga prévue pour la semaine prochaine en librairie et c'est un manga prépublié au Japon dans le Big Comics Superior, qui est un magazine dans lequel on a pu lire Crying Freeman il y a très longtemps, mais plus récemment il y a des mangas comme Full Night. Je sais que vous êtes quelques-uns à écouter, à écouter l'émission et à être fan de ce manga. On a encore Trillion Game, Les Liens du Sang de Hoshimi ou Errance de Asano. Il y a plein de choses, hein. Ça vous place un peu la cible de cette histoire, donc pré-publiée entre 2017 et 2021 au Japon et qui totalisera donc 10 tomes. Elle met en scène des samouraïs, non pas un ni deux mais 8 samouraïs. Et pas n'importe quel samouraï, puisque ce sont donc des guerriers qui ont du chien. Et oui, puisque leur ancêtre est un chien. Encore que dans cette version, c'est un peu très laissé à l'interprétation des gens. C'est ça, et dans ce tome 1 qui est super introductif en fait. Ah oui, au final, c'est ce qui est le plus étonnant. Je vais être complètement honnête avec vous. J'ai ouvert ce manga sans savoir ce que c'était, de quoi ça parlait. Et nous, on va être honnête avec les auditeurs, on avait dit à Cagnard de quoi il s'agissait de A à Z, on lui avait dit on lui avait tout dit. Ah, on y est, Maxime, on y est. Et puis tes fake news. Et puis ton storytelling. Et puis il y a la vie. Genre tous les matins, vous m'avez dit, c'est la nouvelle série de l'auteur de Wonderland. On l'a dit souvent. Et puis il y a la vie et Cagnard parfois se laisse emporter par la vie. Donc voilà, on vous laisse partager ce petit moment. Laissez-moi le plaisir de me faire surprendre. Moi, j'avais juste noté que c'était l'auteur de Spirit, donc dites-vous que je n'en étais même pas au point où j'avais fait le lien entre Spirit et Wonderland. Sprite, pardon. Oui, c'est vrai que Spirit, c'est un autre manga, mais du coup, j'ai vraiment ouvert et encore une fois, je l'ai déjà dit dans cette émission, j'adore ce principe d'ouvrir un manga et de ne absolument pas savoir de quoi ça parle, quelles attentes je vais mettre dedans. En fait, c'est un luxe. Je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un luxe. On est tellement bombardé d'informations que découvrir un manga sans savoir de quoi ça parle, je trouve que c'est vachement kiffant. Et du coup, j'ai terminé le tome 1. Je vais être honnête, je me suis fait un peu chier au début. J'étais là, mais c'est quoi cette histoire Alors, j'ai tout de suite trouvé un aspect assez
assez intéressant. Je vais revenir un petit peu plus tard après. Mais par contre, quand j'ai terminé et que je suis allé regarder le nom de l'auteur et que j'ai vu Wonderland, je fais mais c'est bien sûr. Mais quel plaisir. Enfin, on avait beaucoup parlé de Wonderland déjà à l'époque. C'est vraiment un titre que j'adore. Et du coup, j'ai pu faire le lien direct avec ce titre sans votre aide, vu que je l'ai fait tout seul de moi-même dans ma tête. Ouh, comme un grand. Pour me dire, bah voilà, en fait, c'est vraiment une super série. Alors moi, le gros point fort que je mets dedans, c'est le ton. Le ton de la série. Il y a vraiment ce truc qu'on avait déjà dans Wonderland, c'est l'immersion du fantastique dans la réalité, dans une réalité historique. Et je trouve qu'il y a une maîtrise au début du manga, tu ne sais pas si on parle de croyance, si on est dans un manga fantastique tout simplement. Et moi j'étais toujours un peu baladé entre ce truc de mais ils sont en train de faire appel à un chien pour aider, et même les soldats sur place ils y croient pas trop, tu vois. Et moi-même je me suis retrouvé dans cette position. Et du coup, à la fin, quand j'ai capté que c'était l'auteur de Wonderland, je me suis dit, mais oui, c'est ça son truc. C'est vraiment l'immersion du fantastique dans le quotidien du réel au final. Mais tu sais, à force d'enchaîner les lectures, on toujours, je vais passer de Boruto à Phoenix, je vais faire un détour par JoJo's et j'adore être surpris par une œuvre. Et je suis toujours même surpris d'être surpris. Et j'étais surpris d'être surpris par cette œuvre de Yugo Ishikawa. C'est génial pour ça, le manga. Et là, en plus, avec un manga comme Babel, on en a pour son argent. On passe beaucoup de temps sur l'œuvre. Elle n'est pas si facile que ça d'accès. Et on peut même la relire tout de suite, en fait. Ah oui, oui, je suis d'accord. Oui. Non, elle est. Moi, je trouve que vraiment, c'est l'auteur de manga qu'il fallait pour cette nouvelle version. Parce que, alors, tout à l'heure, tu m'as posé une question et maintenant, j'y réponds. C'est que c'est super à la mode en ce moment parce qu'on va fêter cette année les 210 ans de la série, qui a été, donc, comme je le disais tout à l'heure, créée en 1814. Donc, en octobre, au Japon, il va y avoir un nouveau film qui va être présenté. Et en fait, c'est très marrant. Ils vont faire un parallèle entre l'œuvre, donc tout le côté fantastique avec les 8 demi-frères qui se bagarrent contre des entités démoniaques, etc., et la vie de l'artiste, puisque ça lui a bouffé toute sa vie. Il a commencé à 40 ans, il a terminé à 79 ans. Ouais. Et il a terminé étant aveugle et il devait dicter les histoires qui lui passaient par la tête à sa fille, qui ensuite les envoyait à son imprimeur, etc. etc. Oui, et d'ailleurs, donc, le dessinateur a décidé épique, de faire toute la série les yeux fermés, si j'ai bien compris, c'est ça? Oh, t'exagères. Moi, j'adore son trait. Je trouve que, en tout point, parce que comme tu disais tout à l'heure, dans ses précédentes séries, il nous a régalé avec des histoires fantastiques qui avaient ce truc d'être crédible dans notre quotidien. Et là, le trait qu'il apporte, tout est vraiment magnifique et maîtrisé. J'aime beaucoup les visages de ces personnages. Entre ce sabreur qui a une sorte de féminité et une noblesse dans le regard. Il est jeune. Et il est jeune, effectivement. Son pote qui a une tête toute hirsute. De gredin. Ouais, carrément. Et le bonze qui est génial aussi, la prince, enfin je sais pas, je trouve que ces visages sont super. Et puis on se rend compte, puisque donc c'est un manga avec une histoire de chien divin, que on est face à la supériorité du chien sur le règne animal. Hein. Imaginez ce même récit avec un chat. Ah mais il y a rien qui marche, ça fonctionnerait pas. Non, il y a rien qui marche. Il se casserait le chat. Imaginez la scène du début du manga, il y a le toutou qui sauve la vie d'un homme qui allait se faire attaquer par un ours. Ah ouais non, ça marche pas. Il le saisit à la gorge, le clébard. Superbe double page au passage. Et si c'est un petit chat, c'est mort. Ça marche pas. Imagine le petit chat qui fait miaou. Mais non. Tu vois, il y a vraiment un ton avec cet auteur, et en même temps, quand tu as cité les autres séries du magazine, je trouve qu'elles ont toutes un ton différent. Bien sûr. Je suis pas fan de toutes ces séries-là, mais en tout cas, je trouve qu'elles ont toutes quelque chose d'à part. Et c'est hyper difficile à l'heure actuelle d'être original, j'ai envie de dire, dans de la fantasy. Et là, moi, je sens vraiment un truc de fantasy réaliste. Genre, si vraiment le merveilleux devrait s'immiscer dans une histoire, je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. Et j'avais déjà eu ce sentiment-là dans Wonderland de tout est normal, mais tu viens dérégler un petit truc et voilà ce qui va se passer. Mais c'est entraînant en fait, parce que c'est entraînant tout court, ce mélange de mysticisme et d'histoire, parce que oui, c'est ça. On a une sorte de récit historique. Alors c'est de l'histoire fantasmée, mais on est dans une sorte de récit historique qui est mélangé avec ce mysticisme, et le samouraï fantastique, ça fait mouche, surtout que là c'est traité avec beaucoup de sérieux, je trouve. Oui, et puis en fait, ça me fait rire ce que tu dis là, parce qu'en fait, une des questions qui vient le plus souvent sur les sites
japonais qui s'interrogent sur Hakenden, sur le roman original, c'est est-ce que c'est une fiction ? Oui. Le manga va pas aider du coup. Voilà, c'est ça. Sauf que évidemment que c'est une fiction, ça parle en fait de beaucoup de croyances d'il y a 210 ans. Oui. Le confucianisme, la magie, tout ce qui est l'ésotérisme, le fait qu'on peut jeter des sorts et tuer des gens en manipulant des énergies négatives, et qu'ensuite il faut se tourner vers des valeurs souvent bouddhiques ou confucianistes pour au contraire aller vers la lumière et la raison, etc. C'est très très chargé symboliquement, quoi. Et c'est cette frontière qui est hyper intéressante dans ce manga, vraiment entre le mysticisme et le fantastique. Je trouve que c'est génial d'avoir pensé à ça, parce que toi-même en tant que lecteur, tu peux te mettre dans la position de oui, mais je vais pas forcément croire à cette histoire. Et t'as plein de persos qui n'y croient pas, et en même temps le fantastique prend vraiment de plus en plus de place au fur et à mesure, jusqu'à arriver à ce truc du chien. Mais il est tellement badass. Mais est-ce qu'on n'est pas en présence du chien le plus badass du manga ? Avec Iggy de Stardust Crusader. Il est pas aussi badass, là, je suis désolé. Non, là il est un peu plus violent, je trouve. Il est un peu plus... J'adore quand il passe au milieu des soldats. Tiens, il y a un vieux clébard. Coucou. Et qui revient avec la tête décapitée. Alors laissons-le passer, c'est le chien. Oui, c'est clair. Best dog ever. À un moment donné, il m'a fait un peu penser au chien dans To Your Eternity. Oui, c'est-à-dire qu'il a un côté tellement humain dans ses comportements, c'est-à-dire il n'a pas un visage humain, mais tu sens vraiment qu'il répond. En plus, au début, il y a tout un truc où il est avec le prêtre et les gens viennent lui offrir des cadeaux, et si ça ne l'intéresse pas, le chien ne réagit pas, au point qu'il y a quelqu'un qui vient lui offrir un katana et il pète tellement ça ne l'intéresse pas. Et tu vois, je suis vraiment dans ce truc de c'est un chien. Et d'un coup d'un seul, le chien est devenu un personnage. Est devenu un dieu, même. Est devenu le personnage le plus puissant qu'il y avait dans le manga. En attendant, on vous dit pas assez de lire To Your Eternity, mais faites-le aussi. Ah oui, c'est vrai. En parlant de fantastique, faites-le. Mais lisez The New Hakkaden pour le coup. Parce évidemment. Que le tome 1 sort la semaine prochaine aux éditions Crunchyroll. Babel, The New Hakkaden. Ouais, il avait oublié le début. Ouais, le Babel. Yugo Ishikawa, le nouveau Crunchyroll. Essayez comme ça chez votre libraire. Mais Max, tu te souviens, j'avais que des fausses infos. J'étais persuadé qu'il était publié chez Kiyun. Alors que j'avais lu que c'était chez Crunchy. J'ai que des fausses infos sur ce manga. Ne me croyez pas, tout simplement. Mais vraiment, lisez-le. C'est différent, c'est cool, c'est rafraîchissant. Il nous reste 45 minutes d'émission et on va parler de 9 samouraïs, de 9 mangas. Attention, ça veut dire, si vous faites très bien les divisions comme on les apprend à l'école, qu'on va passer 5 minutes sur chacun des mangas à venir à présent. Et on commence tout de suite avec Vagabond, Cagnard. Voilà, du coup, les 5 minutes sont déjà niquées parce qu'on va parler de Vagabond. Maxime, je suis désolé, mais ça fait des années que j'ai envie de parler de Vagabond, et là, tu me donnes quoi ? 5 minutes pour en parler. Tu parles de samouraï dans Vagabond. Attention. Oui. Attention. Bon, alors on va essayer d'aller très très vite parce que je pense qu'il y a énormément de lecteurs qui connaissent Vagabond, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une œuvre culte. Donc c'est un seinen qui date de 1999. Il y a 37 tomes, la série est toujours en cours, c'est pour ça que j'aime souvent l'appeler le chef-d'œuvre inachevé. Et effectivement, il est question de manga du moment, donc ça marche avec Vagabond. Alors, tu triches un peu, mais ça marche puisque officiellement, c'est une œuvre qui est toujours en cours de publication. Puis en plus, ils ont réimprimé tout un tas de tomes qui sont à nouveau disponibles et qui ne l'étaient plus. Donc. T'es vraiment un salaud, parce que c'est toi qui m'as dit avec la réimpression, ça va, tu peux en parler, et maintenant tu fais genre ouais, ok, t'as triché un peu. Mais bon, j'ai pas le temps de parler de tes malversations, Maxime, je dois parler de Takehiko Inoue. C'est donc lui l'auteur de cette histoire, et en gros, ça retrace l'histoire du samouraï Miyamoto Musashi, qui est connu pour être le plus grand samouraï de l'histoire du Japon. C'est adapté du roman La pierre et le sabre, et petite info en plus, le manga a reçu le prix Tezuka. Alors c'est simple, pour moi, Vagabond, c'est en fait, la simple évocation du terme samouraï me renvoie directement à Vagabond. C'est pas pour rien si mon fond d'écran, c'est Miyamoto Musashi dessiné par Inoue, tu vois. C'est vraiment mon manga de samouraï par excellence. Alors, d'une part, il y a les dessins hyper réalistes d'Inoue, qu'on peut déjà retrouver sur la fin de Slam Dunk, mais pour moi, il y a vraiment un truc en plus dans cette manière de dessiner chez Inoue, et depuis le début, pour le coup, de Vagabond jusqu'à maintenant, c'est vraiment... On les voit, ces persos. Quand tu vois des persos de Vagabond, tu penses que tu peux les croiser dans la rue. Et ça, mine de rien, ça renforce vraiment l'attachement aux persos. Et si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que au début, Vagabond, moi, je l'ai lu parce que c'était Inoue, donc évidemment que j'allais le lire. Mais j'avais un peu de mal à
à adhérer avec le personnage de Musashi, tu vois, je le trouvais un peu stéréotypé, ouais, un peu fermé. Mais en fait, quand t'avances dans la lecture, tu te rends compte que c'est complètement contrôlé et que justement il va humaniser Musashi de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire. Et vraiment, je trouve que c'est un manga de fou. Alors, en plus de ça, t'as vraiment un aspect qui est cool et qui est justement qui casse un peu ce côté fantasmé. C'est l'aspect réaliste de la vie de samouraï de l'époque. Et t'as ce truc chez Musashi où tu vois les grosses galères financières, la réputation, à quel point c'était important. Et il a vraiment un côté où il romantise pas du tout le samouraï et ni ses personnages d'ailleurs. Et tout ça, je trouve que ça rend vraiment humain et réaliste tout ce que tu peux lire dans Miyamoto, dans Vagabond. Alors, je vais faire juste une petite pause sur les bastons qu'il y a dans Vagabond. C'est un mec qui a réussi à mettre en scène Slam Dunk du basket, qui est un des trucs les plus durs à mettre en scène. Alors, vous imaginez même pas ce qu'il est capable de faire sur des combats de samouraïs. Et il y a un arc qui se passe pendant la guerre de Sekigahara. Je pense sincèrement que c'est un des meilleurs arcs que j'ai lu de toute ma vie, où c'est une baston tellement généralisée et tout est clair. Tout est vraiment clair, tout est limpide. Et puis, Vagabond, c'est pas juste un seinen de baston de samouraï, tu vois. Ok, t'as des batailles qui sont magnifiques et c'est vraiment cool, tu t'en prends vraiment plein la gueule, il y a des doubles pages tout le temps. Mais ce que je trouve encore plus cool, c'est que t'as toute une réflexion autour de Musashi sur la place du guerrier. La place du guerrier en temps de paix, la place du guerrier en temps de guerre. Et t'as vraiment tout un truc qui tourne. Parce qu'au début, Musashi veut juste être le meilleur. Mais au fur et à mesure, il comprend pourquoi j'ai envie de devenir le meilleur, en fait. Quel est le but de tout ça? Et moi, j'adore ces histoires qui sont terriblement sanglantes, mais qui en même temps, qui tournent un peu vers un arc de rédemption. Je prends souvent Vinland Saga comme exemple là-dessus, avec un début très violent, beaucoup de batailles. Et en fait, après, t'arrives à un arc où, en fait, quand t'as tué autant de personnes dans ta vie, c'est normal de commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que t'as fait, où t'en es. Et du coup, pour moi, il y a vraiment ce double niveau dans Vagabond de baston merveilleuse, réflexion magnifique. Le seul problème, c'est que la série est stoppée depuis un moment. Voilà, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que c'est vraiment gênant d'arriver où on en est ? Non, parce que pour moi, la série pourrait se terminer là. Il pourrait ne plus jamais y avoir de tome de Vagabond. Il m'a tellement fait kiffer avec cette histoire que vraiment, pour moi, la série peut se terminer là. Alors, en même temps, il n'a pas continué cette série depuis, mais en même temps, il nous a fait le film The First Slam Dunk. Il a repris Reel. Et en plus, j'étais tombé sur un docu de la NHK sur Inoue quand il était sur les derniers tomes publiés de Vagabond. Et tu voyais que c'était une souffrance. C'était vraiment une souffrance de continuer pour lui parce qu'il n'arrivait pas à capter le regard qu'il voulait de Miyamoto Musashi. Et rien que ça, je trouve que pour l'obsession de Inoue, genre, vas-y, tu sais quoi, tant que tu ne l'as pas retrouvé, ne reprends pas, c'est pas grave, moi je le suis. J'ai déjà une putain de série à lire, quoi. Syndrome de la page blanche, ouais, il l'a eu. C'est plus aussi qu'il est tellement empathique que quand il voit les quantités de sang qu'il fait verser à ces personnages qui sont quand même, disons-le, ses compagnons de vie, c'est sûr que tu te mets à ta place, tu fais ouais, je comprends que tu aies besoin de temps pour digérer un peu tout ça, quoi. Vagabond, c'est aux éditions Tonkam, Delcourt, Tonkam aujourd'hui. Alors, passons aux choses sérieuses maintenant avec... Pardon. Oui, aux choses sérieuses. Non, c'est mignon, Inoue, c'est mignon, c'est gentil, mignon. Tu vois. C'est vrai que c'est mignon. Mais voilà, on passe aux choses sérieuses maintenant avec Lone Wolf and Cub, avec Ogami Ito. Ogami Ito, oui, évidemment, le Ronin qui cherche tous ceux qui ont sali son honneur pour se venger, accompagné de son fils encore bébé. Vous voyez le tableau ? Ronin et papa. Ronin et papa. Non mais je vous laisse avoir ça en tête. Et là je m'adresse à tous les papas de jeunes enfants qui nous écoutent. Ronin et papa. Imaginez tout ce que vous faites aujourd'hui mais avec un sabre à la ceinture. Le bib, le change, la vengeance, le meurtre, la baston. Ronin et papa, je trouve que dans le genre, on fait pas mieux qu'avec ce Lone Wolf and Cub. Genre très peu exploité au final. Oui, on verra ça un peu plus tard. Genre Ronin et papa. Pour vous remettre d'ailleurs le contexte du titre, c'est un manga historique écrit par Kazuo Koike, dessiné par Goseki Kojima. On y rencontre donc le Ronin et papa, alors qu'il est encore samouraï et pape. Ogami Ito, il est l'exécuteur du shogun au XVIIe siècle au Japon pendant les Edo. Sa réputation le précède tellement qu'un clan d'assassins s'en prend à sa famille pour le discréditer
discrédité. Mais lui, au lieu de se donner la mort, il fait le choix de ne pas se soumettre et de prendre son destin en main afin de venger son clan, accompagné de son fils, un bébé qui a survécu. Il est donc désormais Ronin et Papa, vous avez suivi. L'idée de cette émission, c'est d'avoir des samouraïs dans les mangas du moment. Et ça tombe bien, ça tombe vraiment très bien parce que Lone Wolf and Cub, ça date des années 70. C'est totalement publié évidemment, mais c'est toujours en cours de parution en France chez Panini Manga avec la sortie la semaine prochaine du pénultième volume de la série, réédité dans une version qui pèse son poids, hein, rendez-vous compte. Quand même. 700 pages. 700 pages par tome. Tu peux te battre avec, tu peux te venger avec, hein, ça tombe bien. Tu peux aussi fabriquer une table à langer afin d'être un magnifique Ronin et Papa. Alors, pourquoi Ogami Itto est un samouraï que vous devez tous aimer ? Bien peut-être parce que on est très très nombreux à le dire. Si par exemple, je vous cite un certain un peu connu Frank Miller, le créateur de Sin City, ça vous parle ? Peut-être pas, c'est l'un des plus grands auteurs de comics, hein. Lui il reconnaît Lone Wolf comme influence, et c'est pas le seul. On va changer de monde. Pas comme influence d'ailleurs, pas que. Vu qu'il l'a plus ou moins pompé pour son comics Ronin. À ce sujet-là, on va changer de monde avec un certain John Woo qui a aussi pompé Lone Wolf and Cub. Il s'en est inspiré dans sa carrière, soit, mais il a fait un film qui s'appelle Les larmes d'un héros, que pas son film préféré pour des raisons contractuelles, mais peu importe. Oui, c'est Volte-Face, son film préféré. Et j'ai une plus grosse référence puisque ce manga, c'est l'une des bibles d'un certain Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Je peux presque lâcher le micro à partir de ce moment-là. Alors Quentin Tarantino, il aime Lone Wolf and Cub et puis il aime Baby Cart, c'est l'adaptation aussi cinématographique, qui est excellente, une des très très bonnes adaptations de manga. Il n'a pas tant que ça, hein, finalement, des bonnes adaptations au cinéma de manga. Baby Cart en fait partie, même si c'est vieux. Et donc si les références précédentes vous ont pas suffi, je peux aller plus loin. Ronin et Papa, ça c'est un trope de la pop culture imposée par Lone Wolf and Cub. Cherchez, vous allez voir, c'est évident. Si je vous dis Jean Reno, vous me dites Léon, évidemment. On peut aussi aller du côté Elle est grande quand même pour de Logan. Ouais, c'est un trope, hein. On peut aller du côté de Logan plus récemment. Stranger Things évidemment. Pour rester sur Netflix, il y a aussi l'adaptation de The Witcher, qui est une belle illustration aussi du trope Lone Wolf and Cub. Puis si je vous dis Ronin et Papa et télévision et SVOD, évidemment vous pensez au film Ronin avec Jean Reno. Pas du tout, vous pensez au Mandalorian avec un personnage incarné par le comédien Pedro Pascal qui joue aussi dans la série The Last of Us. Et vous savez quelle influence il cite pour les deux ? Lone Wolf and Cub, voilà, jeux vidéo, cinéma, dessin animé, il y a même des rêves dans Rick and Morty. C'est le samouraï du moment d'hier, mais du moment d'aujourd'hui aussi, tout le temps, en fait. Et du moment de demain. En fait, c'est réaliste, c'est historique. On joue évidemment sur le contraste avec la quête impitoyable et puis la relation père-fils. Le secret du Ronin et Papa, c'est ça. Elle est froide en apparence, pleine de confiance et d'amour. Voilà, Lone Wolf and Cub, c'est le papy qui laisse un héritage incommensurable dans le monde du samouraï du manga. Donc voilà, profitez-en. Des Ronins et des papas comme ça, il n'y en aura pas d'autres. Fils alloué et paix alloué, poussez le landau, dégainez et lisez Lone Wolf and Cub. C'est super injuste ce que tu fais parce que t'as donné aucun argument, mais en même temps t'as donné le meilleur des arguments, c'est tout le monde s'est inspiré de cette série. Ça s'appelle l'argument d'autorité, Cagnard. Autre manga absolument culte, Julie, c'est L'Habitant de l'Infini. Bah oui. Est-ce qu'il faut présenter encore l'habitant de l'infini ? Oui, bien sûr. Oui, allons-y. Bien sûr. Alors, cette année, on est gâtés. On a eu quand même l'auteur de la série à Angoulême, donc Hiroaki Samura. Et on va parler quand même, non pas de Manji, qui est le héros immortel de cette série, mais plutôt d'un de ses adversaires, qui est Magatsu Taito. Parce que je trouve que on n'en parle pas assez et qu'il fallait changer un petit peu. Donc, pour rester sur le jeu des références, Magatsu Taito, disons qu'il a inspiré un des plus grands ninjas connus aujourd'hui, puisque c'est quand même le personnage qui a inspiré Kishimoto pour créer Kakashi. Donc je pense qu'on est déjà bien quand même en termes de référence. On voit le lien de parenté. Ouais, le masque. C'est quand on boit de l'oasis. Ah ouais, non, j'ai vu ça. Merci de savonner ma planche. Quel beau savon. Franchement, saveur cassis. Pour revenir à ce qu'on disait sur les samouraïs, etc., justement, moi, je me suis dit, on va pas parler forcément de samouraïs. Enfin, je veux dire,
il y a plein de gens qui mélangent finalement. Qu'est-ce qu'un samouraï, qu'est-ce qu'un épéiste, qu'est-ce qu'un ronin, un ronin. On est d'accord, merci. J'ai pas osé le reprendre. Mais... parce que un ronin, c'est un samouraï qui a perdu son job, qui est au chômage techniquement, et qui a perdu son honneur et qui avait le choix entre s'ouvrir le ventre ou devenir vagabond. Voilà, c'est ça. Et là, on a au contraire un casseur de samouraï, puisque Magatsu Taito n'est pas noble, il n'a jamais été entraîné au sabre, mais il était doué et il a décidé de dédier son art à se venger de tous ces samouraïs qui osaient s'en prendre à des plus faibles qu'eux parce qu'ils en avaient le droit, tout simplement. Lui, c'est la figure du samouraï qui trouve injuste. C'est tellement, c'est un punk, quoi. Mais complètement révolutionnaire. Et il a décidé de casser le système avec les armes du système. Et il a eu la chance de trouver un allié qui a exactement les mêmes intentions que lui, qui trouve que non, si t'es fort, la force prime, donc allons-y, allons casser les dojos, casser les gens qui essayent de à la fois de magnifier la puissance et la force, tout en essayant de la restreindre pour que ça reste civilisé, pour que les choses restent ordonnées. Et je trouve que c'est vraiment incroyable, parce que en plus, c'est un personnage qui apparaît dès les premiers chapitres. Et qui va rester tout du long de la série pratiquement jusqu'à la fin. Enfin, je préfère pas spoiler non plus, mais et il a une évolution vraiment qui est intéressante. C'est-à-dire que dès la première rencontre avec Monji, il va lui dire pourquoi il veut le tuer. Il lui dit mais tu représentes tout ce que je déteste, les gens qui ont tué ma petite sœur juste pour une histoire d'enfant qui fait une bêtise, etc., qui n'ont aucune connaissance des autres codes sociaux autres que la violence. Et petit à petit, il va être vidé de ce sens-là, de cette lutte-là, et il va s'en trouver d'autres. Et c'est vraiment un combattant pur, quoi. Enfin, je veux dire, il a tout à fait sa place dans ce panthéon qui est l'habitant de l'infini, parce que c'est vraiment un épéiste en plus, parce qu'il ne se bat que avec des épées, contrairement à d'autres personnages qui peuvent utiliser différentes lames, différents des armes volants, différentes. Ou des haches, tu vois, genre j'ai pas choisi Anotsu alors que je l'adore, mais parce qu'il combat avec une hache, tu vois. Et c'est moins noble la hache. C'est surtout que c'est pas dans le code d'honneur des samouraïs. Et ce qui est drôle, c'est que finalement Magatsu Taito, il s'arroge vraiment le droit d'avoir 2 lames, comme un vrai samouraï. Vraiment, c'est genre le fuck ultime, genre tu vois, je n'ai pas le droit normalement par ma naissance d'avoir accès à ce genre de combat, à ce style de combat, mais le fait d'avoir 2 lames, ça fait de lui un samouraï, quoi. Mais j'aime beaucoup cette idée du samouraï révolutionnaire punk, parce que ce n'est pas un samouraï, il combat les samouraïs, mais au final il y ressemble beaucoup quand même. Mais c'est ce qui est... Non, mais en fait il est tellement pur dans ses intentions aussi. Enfin, je veux dire... d'accord. Non, mais franchement... On va commencer à juger la pureté. Mais non, mais je veux dire, il a des principes et il les tient jusqu'au bout. Dès le premier chapitre, tu sais très bien que écraser les faibles, ça l'intéresse pas. Mais même s'il se donne cet air-là, c'est que vraiment ça le révulse intérieurement. Et petit à petit, tu vois qu'il prend position pour les gens faibles, pour les venger, pour leur prêter sa force. Et ça lui apporte encore une nouvelle grandeur. Enfin, c'est vraiment un super on va personnage. dire ce qu'il ne supporte pas au-delà de ce qui lui est arrivé, c'est le côté noblesse des samouraïs et le côté on a le droit de tuer des insignifiants. C'est ça vraiment qu'il le parcourt, et je trouve que oui, ta version punk, j'aime beaucoup l'idée. C'est même ma version punk, c'est celle de Samouraï, mais lisez-la parce qu'elle est super. Et franchement, non, je disais ton analyse punk, on va dire. Mais toi, t'es une révolutionnaire. Oui, bien sûr. Et donc, l'habitant de l'infini, même si ça date d'il y a longtemps, c'est totalement d'actu, parce que l'auteur était là déjà. Monsieur Samoura est venu nous voir en France. Et puis ça continue. Pas longtemps. Mais voilà, puis la réédition est en cours, et il y a même une suite. Et oui. Donc c'est pour ça. C'est complètement d'actualité. Et puis en plus, si vous voulez un petit twist de la violence, mais avec... des avec buts, respect, avec valeur. Avec des valeurs, avec du révolutionnaire, avec du Che Guevara. Réédition encore, elle s'est terminée avec son dernier tome il y a moins de 6 mois maintenant. C'est Sido de Tsutomu Takahashi. Bah oui, je vais profiter du fait que Julie ait parlé de valeur
pour parler de Sido, ce qui est à peu près tout l'inverse de la série. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Sido, c'est un seinen qui date de 2007. Alors, je parle de la première édition de Panini, en 25 tomes, et c'est scénarisé et dessiné d'ailleurs par Tsutomu Takahashi. Donc, Panini a relancé c'est une réédition, en fait, tout simplement, parce qu'ils ont refait les couves et compagnie, et la série vient de se terminer. Alors, Tsutomu Takahashi, c'est un auteur prolifique qu'on connaît bien en France, parce qu'au final, on a beaucoup de ses séries. Il est beaucoup connu pour Bakuon Reto, Nun, des séries qu'on adore d'ailleurs dans la 5e de couve, et c'est un seinen qui est considéré comme culte et qui très brièvement retrace le parcours de Shotaro et Gentaro, ces deux orphelins qui aspirent à devenir samouraïs dans le Japon du 19e siècle. Donc on n'est pas dans un pitch hyper original, on est en fait c'est un peu à la manière de Vagabond, on est encore dans un seinen qui est terriblement réaliste sur l'époque, et même au-delà de réaliste, c'est un seinen qui est terriblement dramatique, et il est même je vais même dire il est tragiquement réaliste, vu que là au début de l'histoire on s'attache à l'histoire d'enfants et d'enfants abandonnés, et je trouve que l'idée c'est vraiment de faire comprendre au lecteur que l'époque était horrible. Si t'étais pas noble, elle était horrible, et d'autant plus quand t'es un enfant abandonné. Je trouve que c'est un parti pris qui est d'autant plus intéressant de dire là on va se mettre à la place d'enfants. Alors ils ne restent pas enfants toute la série, au contraire ils grandissent même assez vite, mais je vous assure que le début de la série c'est des enfants qui sont plongés dans un univers mais infernal. T'as vraiment une impression de noirceur qui est totale, et moi c'est vraiment un manga que j'adore, parce que déjà il y a vraiment les dessins de Takahashi, ils sont magnifiques, moi j'adore son trait, mais surtout c'est crade, tu vois, c'est vraiment très crade, le trait il est gras, il est sale, et du coup ça renforce le sentiment de désespoir complet quand tu suis ces deux enfants qui se retrouvent tout seuls, et on n'imagine pas une seule seconde que cette aventure elle va finir de manière heureuse. Non, va y avoir des morts, va y avoir des tragédies, et surtout les persos ils sont vraiment très bien écrits, c'est vraiment tout en nuances, et surtout au niveau des héros, et j'ai toujours trouvé ça palpitant, le fait de pouvoir aimer et détester un personnage, là un duo de personnages principaux. Alors la petite différence avec Vagabond, c'est que là t'as une dimension politique qui est beaucoup plus présente. C'est la fin du... Ouais, là il est vraiment question de mercenaires, et des mercenaires, ça peut changer de camp rapidement, et surtout là dans le cas des deux héros, en fait ils veulent mener une révolution contre le gouvernement, et quand je dis contre le gouvernement, c'est surtout contre le destin, parce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler des quantités négligeables de l'histoire, quoi. Oui, c'est des enfants, oui, ils vont mourir, mais à l'époque c'était à peu près normal, et c'est vraiment un seinen que je trouve génial, dur, vraiment dur, mais je suis quasi sûr que oui, ça devait se passer forcément un petit peu comme ça pour des enfants abandonnés qui vont du coup vouloir devenir samouraï pour essayer de... C'est encore une histoire de réputation au final, histoire de rehausser un petit peu leur niveau de vie, sauf qu'en fait ils ont la rage, et le maître mot de la série c'est vraiment la survie. Comment survivre. Et que ça soit le cas ou pas, le but c'est qu'on y croit, et c'est génial quand on croit à une lecture comme ça qui est historique, qui a des emprunts historiques. Le fait d'y croire, c'est ça qui fait que ça marche, je trouve. C'est ça qui fait que la série est hyper intense, et voilà, comme je dis, il y a vraiment ce côté politique où tu comprends un petit peu les forces en puissance, qui il faut suivre, ou alors est-ce qu'on va pas le trahir. Et là il y a un côté assez réaliste que tu trouves moins dans Vagabond, où Miyamoto Musashi c'est vraiment un être libre, quoi. Il avance au fur et à mesure des combats et c'est tout. Là t'as vraiment une situation politique, et c'est assez intéressant pour aussi comprendre les puissances en place à l'époque et la position de gens qui n'ont en fait rien à jouer à la base dans cette situation politique, mais qui vont attraper leur destin et qui vont tout faire pour essayer de le renverser. Et c'est marrant, dans les mangas qu'on a sélectionnés là sur cette première partie d'émission, on a des mangas qui ont tous une valeur particulière sur les combats, sur la qualité du dessin des combats, et c'est ça aussi qui fait que le manga de samouraï est quelque chose qu'on aime beaucoup, je trouve. Et le dessin, il en est aussi question dans Valhalla The Black Iron, mais avec une version beaucoup plus moderne dans le trait. Avec ce manga, on retrouve à nouveau un samouraï papa, mais cette fois, on est à l'ère Kamakura. En Occident, ce sont encore les croisades, et cette histoire c'est Tetsujiro, le héros, et il fait face à l'invasion mongole, et il les déboîte.
direct. Et malgré tout, il vit pas dans la gloire. C'est même tout le contraire, il est au bord de la famine totale, incapable de nourrir son fils, et il va devenir non, pas du tout. Il va être invoqué par une Valkyrie au Valhalla. Surprise. Et là, j'en appelle à votre mémoire et à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé au Valhalla. Souvenez-vous, ces forêts magnifiques, ces paysages d'une beauté à perte de vue, et puis les Valkyries. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti la dernière fois que vous avez croisé une Valkyrie. Vous savez, cette sensation-là, le cœur qui bat, cette tension. Mais non, cette tension qui te fait bégayer, qui te fait sortir tes pires vannes, Cagnard. Eh bien, lui, Tetsujiro, il a pas du tout ce sentiment. Lui, il veut juste rentrer chez lui parce qu'il est samouraï et papa. Et d'autant que, comme beaucoup de personnes invoquées, il arrive au Valhalla à poil. Et là, je vous laisse vous souvenir la dernière fois où vous étiez nus et en forêt, la petite douceur du vent qui vous caresse, le soleil qui vous chatouille l'épiderme, ce petit air frais qui vous donne la chair de poule, qui vous rafraîchit aussi. Mais pour Tetsujiro, c'est pas le top parce que il doit se bastonner avec des légionnaires romains. Oui, plutôt logique à ce moment-là de l'histoire. Et donc ces gens-là, vous les connaissez, oui, ils sont fous, ces Romains. Et donc j'aime bien ce manga parce que c'est totalement camoulox au début. Et parce qu'il est très très nerveux et il travaille très bien le contraste. Je pense que c'est vraiment propre d'ailleurs à la figure du samouraï dans le manga, parce que je l'ai dit aussi pour Lone Wolf Cup tout à l'heure, je m'explique. Le samouraï, c'est ce guerrier droit, avec de l'honneur, mais au fond c'est aussi un homme, et là en l'occurrence encore une fois un papa, donc il veut rentrer chez lui, mais c'est une volonté bien noble parce que finalement il veut s'occuper de son fils, donc s'occuper de son fils c'est un côté doux, et ça s'oppose assez au combat violent auquel on assiste dans ces mangas. Et pour revenir à l'histoire de Valhalla, il y a donc des galères et des embrouilles au Valhalla avec des Valkyries qui peuvent invoquer des combattants, d'où la présence très logique des légionnaires et des samouraïs. Je vous laisse imaginer donc ce que vous auriez invoqué à leur place, par exemple. Moi, personnellement, ça aurait été un Gundam. Mais ça serait allé un peu vite. De toute façon, toutes les fois où j'ai eu invoqué quelqu'un, je pars sur les robots géants, c'est assez fiable. Non, l'enjeu du manga ici, il ne se place pas sur des questions de robots, pas du tout. Il est sur des choix de samouraï. Le samouraï qu'est Tetsujiro, qui doit trouver sa voie. Il est tiraillé entre l'envie d'aider ce monde et celui d'être vraiment un papa. Là, je blague pas. Il veut vraiment rentrer pour s'occuper de son fils, mais en même temps, il veut aider cette Valkyrie, il veut aider ce monde, et il va intégrer une petite armée assez sympa où il va côtoyer Guan Yu des Trois Royaumes, et puis surtout Kubilai Khan, l'ennemi qui a tenté d'envahir le Japon et qui l'a déboîté avant. Et plus globalement, on va retrouver des Romains, et donc on a du fight samouraï versus gladiator. Bon voilà, j'aime bien, moi c'est moderne, c'est amusant, voilà. C'est régressif. Et puis voilà, dans le dessin d'action, Toshimitsu Matsubara s'éclate. Déjà dans Rikudo, il était tranchant, mais là, avec des armes, il est beaucoup plus tranchant, vous imaginez bien. Et il vient de commencer un autre titre d'action qui se déroule à Londres, cette fois avec un enfant des rues, Sherlock Holmes, des crimes et des mystères. Ça a l'air assez sympa aussi. Mais là, en l'occurrence, il n'y aura pas de samouraï, contrairement donc à Valhalla The Black Iron, qui est un manga en 6 tomes et qui est disponible aux éditions Ki-un. Même éditeur pour le manga suivant qui s'appelle La danse du soleil et de la lune. Et oui, et donc on va vous parler cette fois d'un samouraï qui s'appelle Konosuke Ryudo. Et la grande tragédie de Konosuke, c'est qu'il ne peut pas vivre selon les règles et le code d'honneur qui structure son mode de vie, puisqu'il ne peut pas toucher de sabre. Tous les métaux me tordent à son contact, et il ne peut même pas se raser, même pas avoir la tonsure d'un vrai samouraï. Il ne peut pas avoir accès aux privilèges que lui accorderait sa classe. Et il ne se sent pas du tout. Quand on découvre le manga, c'est la dernière des merdes, quoi. Il est interdit de l'âme. Voilà. Tout et n'importe quoi. Il ne peut toucher que des sabres en bois, en bambou, et bien sûr, ce n'est pas ça qui va réussir déjà à l'aider dans son travail, puisque le travail d'un samouraï, c'est d'être au service d'un seigneur, et une chose qu'il ne peut absolument pas faire, il ne peut absolument pas remplir ses fonctions de samouraï. Et donc, lui qui, du coup, ne peut même pas commettre de suicide rituel pour justement partir de ce monde avec le panache que devrait avoir effectivement. C'était leur façon d'honorer
leur fonction, leur rôle dans la société. Et donc, même sa sortie est complètement impossible pour lui. Donc, il essaye de se suicider de différentes façons, ce qui n'arrive pas, heureusement, puisque du coup, il va rencontrer une femme mystérieuse qui va se présenter comme étant sa femme, alors qu'il ne l'a jamais vue, il ne la connaît pas. Et elle a une beauté envoûtante et petit à petit, elle va l'aider à retrouver goût à la vie, etc. Sauf que des forces maléfiques, magiques, qu'il n'aurait jamais imaginées, vont venir s'emparer de Tsuki, de sa femme, et il va devoir se lancer vraiment à corps perdu dans un combat pour la récupérer et ne serait-ce que découvrir qui elle est, parce qu'il n'a aucun indice sur les origines de cette personne. Je trouvais mon Valalian what the fuck, mais on est pas mal aussi. Hein. On est sur une arnaque, très clairement, où elle lui a dit ouais, je suis ta femme, viens me chercher. On se demande au début, parce qu'en plus, je veux dire, le dessin de Daruma Matsuura fonctionne vraiment très très bien. Je veux dire, c'est magnifique. C'est super beau, et il y a des moments comme ça de poésie où tu vois vraiment les deux personnages qui se cherchent. Et en fait, moi j'aime beaucoup Konosuke parce que depuis tout à l'heure on dit le samouraï il est fort et représente la force, et c'était son rôle dans la société. Ouais. Sauf que là c'est vraiment un personnage qui n'a plus rien, qui est vraiment c'est au-delà de la faillite, au-delà d'avoir laissé son fief tomber ou quoi. Et c'est juste que il est à deux doigts de vraiment de se suicider et de quitter la vie. Et je trouve que c'est vraiment la façon dont l'espoir retrouvé et va lui rapporter la combativité, parce que depuis son enfance il est éduqué pour utiliser la force, pour réfléchir de façon à gouverner, à vraiment tirer parti de gens et de leurs capacités. Et je trouve que ça, c'est cette espèce de coup de pied au fond pour remonter toute la pente qu'il a dévalée, c'est vraiment un super c'est hyper cynique en même temps comme postulat, tu vois, qu'il ne puisse pas se servir du métal et compagnie à cette époque-là, c'est hyper cynique. Je trouve ça hyper beau de démarrer avec ce postulat hyper dramatique pour au final aller vers un truc qui tend plus vers l'espoir, tu vois. Et vers le fantastique aussi. Complètement, évidemment. Il y a beaucoup de fantastique, mais bon, on a commencé avec Hakenden, donc je pense qu'on peut se permettre d'aller sur un récit aussi fantastique que ça. Ouais, mais avec le tome 1, on se rend pas forcément compte qu'on va partir sur une sorte de quête, en fait. Oui, ça vient un peu plus avec tard. Du yokai, etc. Mais moi, je suis toujours ravie de voir, parce que là, il y a 6 tomes qui sont sortis et il y a toujours des rebondissements, des choses qui sont vraiment très très pertinentes. Et la fin du tome 6, quoi. je lisais là parce que je veux pas vous dévoiler trop d'informations. La danse du soleil et de la lune, c'est donc aux éditions Kiun, et je vous propose pour terminer cette émission 3 mangas pour essayer de rajeunir un peu l'auditoire. C'est-à-dire que là on a fait du dur. On va faire un peu des... Non, en fait, pas forcément. Non, pas plus que ça. On va continuer. Ok, moi, je vais faire un truc un peu plus sympa. Même si le début, ça ne l'est pas tant que ça. Je vous parle de Elusive Samurai. The Elusive Samurai, c'est le hit actuel de Yusei Matsui, le créateur d'Assassination Classroom. On est donc dans ce manga Kamakura en 1333. Il y a une insurrection et le jeune Hojo Tokiyuki, l'héritier, celui qui devait être le shogun, doit fuir puisque son clan vient d'être totalement décimé. C'est donc toujours joyeux, la vie de samouraï à chaque fois. Et c'est donc le dernier survivant de sa lignée. Il devient alors le plus célèbre des fugitifs de l'histoire. Mais évidemment, son objectif, ça sera de retrouver le pouvoir. Non pas parce qu'il est assoiffé de pouvoir, pas tant que ça, c'est même plutôt le contraire, mais sa voie, son destin fait qu'il va alors chercher les meilleurs jeunes combattants de tout le pays, tous ceux qui sont prêts à épouser sa cause pour faire une super armée badass. Et là, on commence par le samouraï solitaire pour retrouver le samouraï en armée, et on relie 2 pans de l'histoire, je trouve, avec du fantastique, bien évidemment, dans tous les sens. Mais, ça cimente tout. Ben oui, mais pour ça, donc, ce samouraï insaisissable, traduction, passe par donc 3 étapes importantes dans la vie du samouraï: la dissimulation, l'errance
et la conquête. Des choses qu'on retrouve dans pas mal des mangas dont on a parlé dans cette émission. Et ces 3 mots sont très importants quand on parle de manga de samouraï. Et je vais vous dire en quoi aussi Hojo Tokiyuki les incarne magnifiquement et en quoi aussi c'est le plus frais des samouraïs, le plus moderne, le plus de tendance. Et pourquoi dans 20 ans vous viendrez me voir en me disant mais t'avais raison Maxime, le héros de The Elusive Samurai c'est vraiment le plus moderne et le plus tendance. J'ai d'autant plus raison que d'ici 20 ans vous aurez totalement oublié qu'il fallait venir me voir. Donc contrairement à tous ces samouraïs bagarreurs, le héros de cette histoire il ne cherche pas à tuer, il ne cherche pas à se battre, il ne cherche pas à vaincre à tout prix son adversaire pour je ne sais quelle vague raison de vengeance, parce qu'il aime non, il a une arme plus tranchante que l'épée, c'est l'arme de la fuite. Et ça fait de lui le plus frais des samouraïs. Et Cagnard, tu vas me dire, oh super, en samouraï c'est fort, ça doit regarder son adversaire droit dans les yeux, ça l'affronte de face, tout ça. Bon, excuse-moi Maximilien, mais si t'es pas un samouraï, tu regardes pas les gens dans les yeux. Ah voilà, je le savais que t'allais me dire ça. Eh bien non, parce que le monde a changé, Cagnard. Il n'y a plus qu'une seule façon de combattre, et ça fait de Hojo Tokiyuki le plus frais des samouraïs. On est donc dans une histoire... Le héros de Shield 21. Ouais, mais c'est pas un samouraï. On est donc dans une histoire historique, hein, une histoire de bagarre, une histoire de samouraï, et on est dans une histoire de pouvoir, parce que au fur et à mesure de la composition de son clan, parce que finalement c'est ça qu'il fait, il se compose vraiment une armée. On l'oublie à la lecture, mais c'est ça qu'il fait. Il se recompose un clan et on découvre des personnages qui ont tous pas comme des pouvoirs vraiment, je vais utiliser le mot pouvoir, mais là il est plus question d'habileté particulière. Lui il est insaisissable, ça ressemble à un pouvoir, mais c'est c'en est réalistiquement fantastique. Mais bon, non, mais savoir se dissimuler, c'est un pouvoir, hein, malgré tout. Il y en a, ils sont super forts, il y en a qui peuvent se déguiser. Bon, c'est une somme de compétences un peu spéciales à ses côtés. Comme dans Shield. Et c'est vrai, mais ça fait malgré tout de Hojo Tokiyuki, je trouve, le plus frais des samouraïs. Et est-ce qu'être insaisissable et fuir plutôt que de combattre, c'est être lâche ? Non. Est-ce qu'abandonner la force du samouraï au profit d'autres qualités, ça fait de lui un mauvais samouraï ? Non, moi j'ai envie de dire que c'est très bien. Ça met en exergue sa capacité à survivre. Et ça, je trouve, pas pour vous, mais pour moi, je trouve que ça fait de Tokiyuki le plus frais des samouraïs. Et on en arrive donc à mon ultime point au sujet de The Elusive Samurai, qui est un manga qui met donc en scène un samouraï, un héritier du shogunat, un personnage, un jeune garçon en l'occurrence, mais qui a l'image du samouraï quand même, une image dite de solitude. Au pire, il a un enfant et il fuit avec un landau pour faire Ronin et papa. Mais sinon, c'est un personnage solitaire, un personnage triste de solitude même. C'est pas les mecs les plus joyeux du monde en général, les samouraïs, mais Hojo, non. Lui, c'est un personnage qui est pas triste, alors qu'il a vécu un truc horrible. Toute sa famille est morte. Hein. Et c'est un personnage qui s'entoure sans cesse. Alors, il y a le mec chelou, un peu flippant qui traîne avec lui. Ok, ça c'est un peu inquiétant, je vous l'accorde. Mais il est très utile pour sa phase de reconquête et ce sont autant de gens sur qui il va pouvoir compter dans sa bataille, dans sa guerre. Et le fait que ce personnage traditionnellement dans l'image qu'on en a, qui est un personnage solitaire, est désormais en bande. Et voilà, je trouve que ça fait de The Elusive Samurai le plus frais des mangas de samouraï du moment. Aujourd'hui, on a 12 tomes de disponibles. Il y a le 13e qui est prévu pour le mois de juin prochain. Et c'est vraiment une série, je trouve, qui prend de l'épaisseur, qui se tient. Et c'est une série qui met en scène le plus frais des samouraïs, vous l'avez compris, je pense. Mais qui a un côté assez rafraîchissant dans ce qu'on peut connaître dans ce genre de manga. Et évidemment, il a été mis à la sauce Jump dans tous les sens, quoi. Évidemment, moi je suis d'accord avec toi, c'est le samouraï le plus chaud qu'on connaisse, parce que même tu as juste de base ce conflit scénaristique, on va dire, de un samouraï est censé affronter ses problèmes et lui son pouvoir c'est de fuir. Ça veut pas dire qu'il va fuir les problèmes, ça veut dire qu'il va fuir pour trouver un meilleur moyen de régler les problèmes, et rien que ça c'est hyper intelligent. Et puis juste la galerie de personnages, toujours avec cet auteur, on a toujours ce truc de galerie de personnages à moitié fou, c'est vraiment un auteur qu'il faut suivre pour moi. Moi j'attends juste la bataille finale. J'attends que la bataille finale. Un peu pressé là. Je suis un peu pressé, je sais, mais je sais qu'ils vont encore rajouter des personnages et tout. J'attends que ça. The Elusive Samurai aux éditions Kana. Rendez-vous chez Crunchyroll maintenant pour parler de Hell's Paradise, Julie. Oui, dans Hell's Paradise, donc il y a des criminels qui sont condamnés à mort et qui sont envoyés pour chercher un élixir d'immortalité sur une île mystérieuse.
Et donc on leur promet que s'ils reviennent avec ce fameux élixir, ils seront graciés par le shogunat. Et il se trouve que donc le personnage qui ouvre la série est Gabimaru, un super ninja qui est connu pour faire le vide autour de lui, si on peut se permettre. Et la personne qui vient le prévenir, lui proposer ce marché, donc c'est Sagiri de la famille Yamada Asaemon, qui est donc la famille d'exécutants, la famille de bourreaux, qui doit donc nettoyer tous ces criminels. Et donc, chaque condamné va être surveillé par un samouraï de cette famille prestigieuse pour aller chercher ce fameux élixir loin, loin, loin. Et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Et toi, du coup, tu veux nous parler de Gabimaru ou de Sagiri alors ? Ah non, on a dit qu'on parlait de samouraï, donc je parle de Sagiri. Et je trouve que déjà, petit aparté, dans Hell's Paradise, on a une grande galerie de samouraïs qui sont assez stylés tous, qui en plus ont ce truc d'appartenir à la même famille, donc ils ont les mêmes enseignements, et là, comme ils sont coupés de leur cadre habituel, on va voir les individualités des uns et des autres s'exprimer, et c'est assez réjouissant aussi de voir comment ils peuvent chacun tirer parti de leurs compétences et de leur curiosité personnelle, etc. Donc pour revenir à Sagiri, donc c'est une jeune femme, ce qui détonne finalement dans cette famille où c'est un milieu très masculin, mais les femmes samouraïs, ça a existé. On a tendance à oublier, et puis bizarrement plein de tantos et de dessinateurs aussi, mais non, c'est tout à fait logique et tout à fait plausible que des femmes aient manié le sabre parce qu'elles appartenaient à une caste qui est donc la caste des samouraïs. Et donc elle a vraiment toujours voulu exercer ce métier, d'être bourrelle, comme on dit, c'était dans Innocent. Ils ont utilisé ce mot, donc je le reprends. Donc, moi, j'aime beaucoup le fait que Sagiri, c'est un personnage qui est androgyne. Au début, on ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille. Et très vite, on va nous dire effectivement que c'est une femme. Et j'aime beaucoup le fait qu'une fois qu'elle est lâchée dans ce monde, mais cauchemardesque, où il y a des monstres, des créatures qui se nourrissent d'autres êtres humains après les avoir transformés d'une façon ou d'une autre pour augmenter leur longévité, etc. Elle est capable de faire l'effort de penser différemment parce que, encore une fois, il faut survivre, et elle est capable de penser hors de ce qu'on lui a inculqué, de se dire ok, peut-être que c'est un criminel, mais si je m'appuie sur son savoir, ses connaissances, et si j'arrive à créer du lien avec lui, même si c'est un ennemi à la base, peut-être qu'à deux on sera plus fort pour vaincre cette adversité auquel on ne s'attendait vraiment pas. Et j'aime beaucoup aussi le fait que physiquement et mentalement elle soit un personnage aussi fort féminin, et fort parce que elle est forte dans les combats au sabre, mais elle a de la jugeote, elle est très forte au sens où elle résiste à la pression, alors qu'elle voit que des choses où plusieurs fois au début du manga elle arrête pas de répéter ok, mon monde est en train de crouler, de s'écrouler, de s'effondrer, tout ce que je croyais être vrai ne l'est plus du tout, et pourtant elle arrive à se raccrocher aux branches, et elle arrive aussi à ne pas faire de compromis et à rester vraiment entière dans un monde qui veut tout bêtement la mettre en pièces. Oui, une île démoniaque, par exemple. Complètement. Moi, de toute façon, je suis tellement content que tu parles de Hell's Paradise. Je voulais le faire, mais j'ai décidé de pas le prendre. D'ailleurs, regarde mon pull. Oui, qu'est-ce qu'il indique ? Hell's Paradise. Mais il depuis indique tout à l'heure, Hell's j'étais là Paradise. genre wow. Le petit clin d'œil. Hell's Paradise, c'est donc aux éditions Crunchyroll, et puis le manga, c'est terminé. La publication du manga, il y a 13 volumes. C'est terminé au bout de 13 volumes, il y a un peu moins de 6 mois, en fin d'année dernière. Ouais, c'est ça. La suite, c'est avec un manga dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas un manga de samouraï, mais qui est un manga avec un samouraï dedans. C'est Sakamoto Days, Cagnard. Oui, j'ai décidé de reprendre Sakamoto. Alors, je vais le présenter vraiment très rapidement. Ça date de 2020, c'est publié chez Glénat Manga. C'est scénarisé et dessiné par Yuto Suzuki. Et l'histoire, très rapidement, elle met en scène Taro Sakamoto. C'est un ancien tueur à gages qui a raccroché, qui vit des jours heureux maintenant avec sa petite famille, et il tient une épicerie. Mais il va devoir
reprendre du service parce que sa tête est mise à prix. Donc, et ça ne sera pas de tout repos. Et ça, c'est toi qui le dis, pas moi. Donc là, pour cette partie, il a envie qu'on s'intéresse au personnage de Takamura. C'est un assassin qui est vraiment très énigmatique. Pour moi, c'est sûrement le personnage le plus puissant de la série à l'heure actuelle. Et en fait, c'est un petit vieux qui a l'air aveugle. En fait, on ne sait pas, il a les yeux fermés, mais on ne sait pas s'il est aveugle ou pas. Il a l'air un peu fatigué, il se balade avec un costard froissé. En fait, c'est vraiment un petit vieux négligé, tu vois. Et pour accompagner ce costard hyper cool, il possède un katana et sinon, il est juste capable de découper des buildings en deux. Bref, il pète la classe, ce personnage. Et du coup, je ne l'ai pas sélectionné par hasard, c'est parce que en fait, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, c'est l'incarnation la plus moderne de la figure du samouraï qu'on peut trouver dans le shonen actuellement. Alors, ces temps-ci, il y a beaucoup de shonen ou d'autres titres sur des samouraïs, mais il y a toujours cet aspect historique, que ça soit Elusive Samurai, Blue Wolves, on revient toujours à ce truc très très historique, alors que là, lui, tu peux vraiment te dire que c'est un descendant direct de samouraï à notre époque, et c'est justement là que fonctionne le tu sais, entre tradition et modernité, entre tradition katana, modernité, je suis en costard, tu vois. Bon, sinon, à part le fait qu'il soit over badass, ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, c'est l'hommage très franc au personnage de Zatoichi. Alors, Zatoichi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série qui est culte au Japon, c'est une série des années 60 et qui met en scène un samouraï aveugle. Alors, on a aussi eu une adaptation dans les années 2000 avec... C'est pas un samouraï. C'est un bretteur aveugle. Peut-être que le spoil en disant samouraï. Je crois qu'il est masseur même, ou quelque chose comme ça. Enfin, il se fait passer pour un masseur aveugle. Non, c'est un masseur. Oui, alors très bien, moi aussi je suis masseur. Non, ça n'a plus aucun sens de dire que je suis masseur. Mais c'est Takeshi Kitano qui a fait un super film. Aniki, ma sœur. Oui, je l'ai vu ce film. Et donc oui, Takeshi Kitano a réalisé un film dans les années 2000 hyper moderne où il joue dedans. C'est vraiment un film à regarder, c'est génial. Et je trouve que c'est vraiment cool que dans un manga comme Sakamoto qui est aussi moderne, j'ai littéralement vu le personnage de Zatoichi débarquer à un moment dans le manga et fendre un immeuble en deux. Mais je trouve ça tellement malin que la version la plus moderne, personnellement, que je trouve actuellement, ce soit une évocation des années 60, quoi. C'est vraiment, j'ai ce truc c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs vieux dans le manga. Et c'est dans les films de Takashi Miike aussi qu'on fait des bons samouraïs. Il y en a un qui peut péter des il a une filmo assez large quand même. Juste passer 1 heure sur la filmo de Takashi Miike, c'est comme regarder un film de Takashi Miike. Ouais, et ça dépend le film encore. Tu avais autre chose à dire sur Sakamoto Days, Kanya, ou on est arrivé au bout avec force de divaguer dans tous les sens? Ce qui m'a un petit peu énervé dans cette émission, c'est déjà vous. Et en soi, le fait que je parle que de mangas un petit peu vieux. Et c'est pour ça que j'ai tenu à mettre Sakamoto, pour histoire d'avoir une occurrence un petit peu moderne, parce que je pense que ça s'oublie un petit peu là à l'heure actuelle dans les publication actuelle. Je trouve que ça s'oublie un petit peu cette figure de samouraï, même si oui, je pense qu'on peut la retrouver dans plein de choses. Et du coup, j'avais juste envie de prendre 2 secondes pour parler de Bleach, qui pour moi est l'incarnation la plus urbaine samouraï qui existe. Et même, tu vois, je vais pas faire tout un truc sur Bleach, lisez-le, c'est bien, c'est cool, c'est bien dessiné. Il y a des défauts, oui, mais c'est quand même une super série. Et c'est pour moi vraiment ce truc de samouraï urbain. Et d'ailleurs, quand je vois tous les capitaines de division et tout, avec le Soul Society et compagnie, pour moi, c'est vraiment le Shinsengumi, quoi. On est vraiment dans cet aspect un peu relou que j'aime pas trop des samouraïs. Il distribue des mots-clés comme ça. C'est ça, des petits coups de. Vous me connaissez. Shinsengumi. Mais voilà, j'avais au moins envie de citer Bleach et surtout de citer Samurai Deeper Kyo parce que j'aime vraiment bien encore ce manga. Évidemment. Bon, j'ai lu que le début de Kagurabashi, mais on est aussi un petit peu dans un esprit de samouraï moderne, urbain et avec des poissons. Et très froid aussi. Et avec des poches sous les yeux également. Voilà, il coche toutes les cases. Beaucoup de gens fatigués. Ça, c'est le trope des poches sous les yeux qui est très à la mode aujourd'hui. Oui. On a parlé de plein de samouraïs. Moi, ça me donne envie de nous projeter dans une émission où on expliquerait un petit peu quand même ces histoires de Shinsengumi, ces histoires de Bakumetsu, ces histoires de toutes ces histoires. De Kyo aux yeux de démon. Pourquoi on l'appelle comme ça? Déjà, on peut commencer par proposer un jeu, genre
remettez dans l'ordre chronologique tous les samouraïs qu'on a cités aujourd'hui. C'est mort. Un katana offert au gagnant. Non, c'est une blague, hein, mais je trouve que c'est un bon exercice déjà. Je dirais le Tetsujiro de Valalian, qui est peut-être le plus vieux. Il y a des chances. Je Quoique, pense. Elusive Samurai. 14e. Ah oui, effectivement. 12e pour Ouais. Tetsujiro. Ouais. Après, on a la période Edo, mais je vous rappelle que ça a duré plus de 200 ans. Oui, donc c'est Bon beau, courage. c'est galère. Non mais amusez-vous, voilà. Non mais c'est vrai que là on en parle pour, on avait envie de faire une émission plaisir où on rigolait un petit peu et en même temps on parlait de manga qu'on adore. Mais Oui. faudra qu'on revienne un peu plus sérieusement à l'occasion sur. Maxime, faut me le sur promettre toutes là. ces histoires. Ouais. Le samouraï Sur bambou. Vagabond. lisez Samouraï. Non mais je parle sérieusement là, Julie. Ah non, Je mais parle arrête, de c'est trop Vagabond. bien. Je veux que tu me promettes officiellement dans cette émission une émission Vagabond. D'accord, mais il faut que tu lises donc La pierre et le sabre et La parfaite lumière, bien sûr, pour préparer l'émission. Ils ont fait une série TV, non? Bien essayé, Oui, bien essayé. peut-être. Réalisé Mais, par Takashi Miike voilà. évidemment. Ça s'appelle Shogun. Cette émission était également dédiée à tous les papas Samouraïs. qui s'occupent De leur lando. de leur lando et Avec de leurs leur katana. enfants. Vous êtes les samouraïs, vous êtes les Ronin d'aujourd'hui, messieurs. Et toutes les mamans samouraïs qui Ah, s'occupent bien, de hein. leur lando aussi quand même. Ouais, mais elles Exactement. n'étaient pas dans les mangas. Oui, je mais suis parce que désolé. samouraï, c'est pas seulement les hommes, hein, c'est vraiment une caste. Tu peux être femme de Soyons samouraï, tu peux être modernes. une femme et samouraï. Et quand ton mari n'était pas là pour répondre à l'appel du Seigneur, tac, c'est toi qui allais à la Et il y a guerre. pas mal d'émanations de samouraïs femmes. Dans Alors, les on mangas avait dit actuels. émission pas sérieuse, commencez pas à arriver avec des vrais sujets, Oui, des ok. vraies histoires. On garde ça pour quand on réfléchira. Babel sort la semaine prochaine par rapport à la sortie de cette émission. Babel The New Akenden aux éditions Crunchyroll, écrit par et dessiné par Yugo Ishikawa. On a parlé de Vagabond, on a parlé de Lone Wolf and Cub, on a parlé de l'habitant de l'infini de Sido, de Valalian, de la danse du soleil et de la lune d'Elusive Samurai, de Hell's Paradise, de Sakamoto Days et même de Bleach et de Samurai Deeper Kyo. Ah, merci. Merci à tous d'avoir écouté. Vous connaissez Samurai Pizza 4? Non, parce qu'on ne l'a pas dit, mais. C'est vrai qu'ils sont pas mal ceux-là aussi. C'est vrai, mais le manga est très petit aux éditions Black Box. Très court, très court. court. Ouais, je vous le montrerai si vous voulez. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler. Alors là, ça va être hautement sérieux. On va parler de Hiro Mashima. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut. Salut.